Hello tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'un livre, Time Corridor de Dalia Pérez. Quand j'ai acheté ce livre, je n'en savais pas trop, à vrai dire. J'avais entendu que c'était l'histoire d'un enfant autiste qui allait voyager dans le temps à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, pile au moment où le programme d'action T4 était mis en place. Moi, passionnée d'histoire et d'autisme, c'était suffisant pour que j'achète le livre. Quand j'ai reçu le livre, j'ai été un peu rebutée par la 4e de couverture parce que dedans, il est écrit que l'enfant souffre d'autisme. Et je n'aime pas du tout cette expression parce que ça donne l'impression que l'autisme est une maladie et on sous-entend que l'autisme fait souffrir. Alors qu'en réalité, si on regarde de plus près, ce n'est pas l'autisme qui fait souffrir, mais plutôt la société inadaptée aux autistes. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas aller par 4 chemins. J'ai été très déçue et assez énervée par ce livre, pas seulement à cause du traitement de l'autisme, mais aussi par rapport à l'histoire en elle-même. Mais je viens de mettre la charrue avant les lamas. Je vais d'abord un peu mieux résumer l'histoire. L'histoire se déroule en 2029, où on a un Allemand converti au judaïsme qui emménage avec sa femme et son fils autiste dans une demeure isolée et vétuste à Jérusalem. Les choses ne se passent pas très bien, le fils n'arrive pas à se faire au changement, et sa femme pense que son mari lui cache des choses. Pire encore, des phénomènes inexpliqués commencent à apparaître dans la maison. On apprend assez vite le secret du mari. Il a inventé une application pour voyager dans le passé. Son fils va accidentellement mettre en marche l'application, et c'est ainsi qu'on va se retrouver transporté en 1938 en pleine nuit de cristal. Le résumé est prometteur, surtout l'idée d'un perso autiste de 2029 qui voyage en 1938. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'autisme savent pourquoi je dis ça. Pour moi, c'était une formidable opportunité de parler de l'histoire de l'autisme dans un roman, et dans le même temps de se venger en quelque sorte de ce passé particulièrement lourd. Le diagnostic d'autisme est né dans ces périodes, et dans ce contexte très particulier. Les autistes ont payé un lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi de mieux qu'un roman pour parler de cela et de tirer un trait sur le passé? Avant de parler de la représentation de l'autisme dans le roman, parlons dans un premier temps de l'histoire en elle-même. Le livre se lit facilement, on va pas se mentir. Je l'ai lu en 3 jours, alors qu'il fait 545 pages. Alors que j'ai pourtant beaucoup de mal à lire en ce moment à cause de mes difficultés d'attention et de concentration. Néanmoins, le récit est assez inégal, que ce soit en termes de rythme ou en termes de qualité du récit. Il y a vraiment pas mal d'incohérences et de facilités scénaristiques qui m'ont fait souffler à plusieurs reprises. Il y a des longueurs aussi, et on a parfois l'impression d'avoir un récit décousu, de telle sorte que j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. J'ai eu du mal à retenir qui était qui, car dans la partie voyage vers le passé, il y a beaucoup de personnages qui se croisent les uns après les autres. L'aspect historique n'est intéressant que pour la description de la nuit de cristal de 1938. Même si ce passage traîne aussi en longueur, et on ressent que les personnages rencontrés sont juste des sortes de PNJ qui sont là, juste pour planter un décor Wikipédia. Mais par contre, en ce qui concerne l'aspect voyage dans le passé, au moment de la création du programme T4, le sujet de l'autisme, etc., ça a été la douche froide. Je m'attendais à ce qu'on parle vraiment de ces sujets. Eh bien non, pas du tout. Ça se résume à quelques dialogues, juste pour résumer en une phrase, en gros pour dire on a créé ce programme pour euthanasier ou traiter les enfants handicapés dont la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Même l'histoire de l'autisme n'est pas du tout exploitée. On a une scène où on rencontre Hans Asperger, celui qui a décrit les critères diagnostiques pour la première fois. Mais cette scène est un faux prétexte où on comprend pas très bien ce que veut chacun des personnages d'ailleurs. L'autrice nous donne bien ici la définition de l'autisme de l'époque. Ça, c'est plutôt bien fait. Mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de construction de personnages plus approfondie pour le lecteur et la lectrice. Il n'y a pas de discours derrière pour dire ou sous-entendre c'est ok ou pas ok. Bref, une scène sans intérêt aucun. Quel gâchis! Si vous êtes intéressé par l'histoire de l'autisme et sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, je vous conseille le livre Les enfants d'Asperger d'Edith Schaeffer, mais attention,
Ce livre est assez difficile à lire à cause de tous les sujets qui sont abordés bien évidemment. Un autre aspect qui m'a un peu gênée, mais ça plaira peut-être à quelques-uns, c'est la tournure un peu paranormale, mystique et religieuse du récit. Mais c'est difficile d'en dire plus sans spoiler, alors je vous donne rendez-vous dans la partie spoiler. Je n'adhère pas à ce genre de scènes qui sont censées faire peur, mais qui n'ont aucun intérêt scénaristique. Et je déteste vraiment les intrigues basées sur des théories religieuses qu'on prend pour des réalités. Je n'adhère pas non plus au cliché des nazis adeptes de croyances occultes et qu'on utilise ça pour faire un décor pseudo-effrayant, avec même l'apparition d'un personnage mort en 2029 qui réapparaît en fantôme comme par magie en 1938. Facilité scénaristique, j'ai dit. Les personnages ne sont pas plus attachants par ailleurs. La femme est assez insupportable, pas seulement à cause des pensées qu'elle a vis-à-vis de son fils autiste, pensées qui sont vraiment abominables, mais j'en parlerai plus tard. Elle va mener une pseudo-enquête, mais finalement, là aussi, ça ne mène finalement nulle part. Et ce n'était qu'un prétexte pour combler les pages. Dommage encore parce qu'il y avait vraiment du potentiel à exploiter. Bon, maintenant que j'ai dit tout cela, je vais un peu divulgacher pour illustrer mon propos. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez passer ce passage. J'ai mis de toute façon le chapitrage dans la description de la vidéo. Alors par exemple, le personnage du père qui a inventé l'application met 1000 ans avant de se rendre compte que son fils a utilisé l'application. Et plutôt que de le dire ou de faire quelque chose, il ne fait rien. Quand le portail apparaît, il y va en oubliant la batterie de son téléphone, et plutôt que d'éteindre son téléphone pour garder la batterie pour pouvoir revenir, il passe son temps à faire du tourisme à gauche, à droite, et à utiliser son téléphone pour montrer des vidéos à des gens. Un autre personnage, celui d'Avi Stern, cet agent du gouvernement qui emploie Hans Hartmann. Au moment où Hans prend le portail vers le passé, Avi lui balance une info sur l'Arche d'Alliance et d'un temple. Info dont on n'entendra plus parler avant la fin du roman, où le truc est sorti du chapeau. Hans n'a jamais enquêté dessus pendant tout ce temps, puis, finalement, Avi décide quand même de prendre le portail dans le passé aussi, pour lui apporter une batterie pas chargée. Mais on passe, genre 300 pages, à attendre la réapparition de ce personnage, qui se trouve comme par magie au bon endroit, au bon moment, pour entendre la bonne conversation. La révélation finale est quant à elle complètement mystique et improbable. Comme quoi, l'Arche d'Alliance se trouve dans le château d'Himmler parce que les Allemands voulaient s'arroger les pouvoirs magiques du judaïsme. D'ailleurs, l'Arche d'Alliance crée comme par magie un portail vers le futur, justement parce que la batterie est déchargée, pratique comme facilité scénaristique. Ceci est un sarcasme. Tous ces passages où, comme par hasard, des objets apparaissent et les persos se croisent pile au bon moment, je ne les compte plus. Et quand on ne fait pas intervenir le hasard, c'est le personnage lui-même qui décide, on ne sait pas trop pourquoi, d'aller chez son ennemi pour, faire avancer l'histoire, j'imagine. Bref, j'arrête de divulgacher et je vais maintenant parler de la représentation de l'autisme dans le roman. On va d'abord parler du positif parce que tout n'est pas à jeter. Le personnage de Ezriel a bien des signes d'autisme depuis son enfance qui sont conformes à des caractéristiques connues. Les gens remarquent que c'est un garçon différent, même si bien souvent ils ne savent pas ce qui cloche chez lui. Il est qualifié comme bizarre avec un air constamment naïf. Il a le regard fuyant et d'ailleurs le regard lui est douloureux. Il ne parle pas ou très peu bien qu'il ait 5 ans. Chaque mot prononcé semble lui demander beaucoup d'efforts. Il utilise des écholalies, c'est-à-dire qu'il répète des mots en boucle, ou alors il fait des bruits avec sa bouche. Quand il parle, il peut utiliser des phrases entières de ses dessins animés préférés pour s'exprimer. Les relations sociales sont compliquées. Il dit lui-même ressentir une sorte de barrière qui l'empêche de communiquer avec les autres. Il préfère jouer seul, même à l'école. Souvent, il ne tient pas à la conversation, c'est le parent qui fait les questions et les réponses à la fois. Ezriel semble faire sa vie sans s'occuper de ce qui l'entoure et semble ne pas écouter. Il est tellement absorbé par ce qu'il est en train de faire qu'il n'entend pas les autres lui parler.
Il a une naïveté qui l'empêche de voir les situations dangereuses ou les mauvaises intentions des autres, comme quand il traverse la route sans se soucier des voitures et du feu rouge, parce qu'il croit voir son père de l'autre côté. Ou encore comme quand la femme malveillante qu'il a enlevée lui dit « Viens, y a ton père » pour l'attirer et pouvoir l'attraper. Il se fait avoir en se précipitant vers elle en croyant que c'est la vérité. Sa manière de jouer est assez typique des autistes. Il collectionne les jouets, les catalogue d'une manière très précise, fait des alignements spécifiques. Il s'attache même parfois à des objets insolites comme la vieille boîte de Monopoly, dont il va trier méthodiquement les billets pendant des heures, puis les toucher et les lécher. Il ne joue pas au Monopoly comme tout le monde. Il a des crises que sa mère ou l'autrice qualifie de crises d'angoisse, mais qui sont en fait plutôt des crises autistiques. Il se replie sur lui-même et ne parle plus. Il se balance d'avant en arrière, se tord les mains, secoue les mains, tape les pieds par terre, tourne en rond, se parle tout seul, répète la même phrase en boucle, se tape la tête. Les changements sont très difficiles à gérer pour lui. Depuis le déménagement, il se referme sur lui. Quand sa mère lui prend son Monopoly, il se met à hurler et il a une crise. Il a des routines très importantes pour lui dans sa manière de jouer notamment. S'il faut prendre un chemin différent pour aller à l'école, cela l'angoisse énormément. Il regarde les mêmes dessins animés en boucle. Il a des intérêts spécifiques ou des passions très ancrées auxquelles il passe des heures, comme sa collection de voitures, dont il connaît toutes les marques par cœur et qu'il range par marque et par couleur, mais aussi les écrans d'ordinateur et ses dessins animés. Il est toutefois très précoce dans certains apprentissages. Dès 2 ans, il savait comment utiliser une tablette et trouver ce qu'il voulait dessus, et maîtrisait plusieurs langues. Sensoriellement, il dit être très fatigué par l'école et les bruits de la maison. Bref, tous ces signes sont plutôt bien ancrés et fait que le perso d'Ezriel est cohérent en tant qu'autiste. Le problème, encore une fois, c'est qu'on présente un autisme extrême. Au contraire de Rainman, cette fois, c'est l'autiste qui ne parle pas et qui a beaucoup de manifestations physiques. J'ai l'impression qu'on n'a que 2 types de représentations d'autisme dans la culture. L'autisme à la Rainman, c'est-à-dire le petit génie dont on est impressionné par ses pouvoirs quasi magiques, ou alors l'autisme muet dont on a peur et qu'on méprise à cause de ses comportements pas socialement acceptés. On va maintenant parler d'une chose qui m'a particulièrement choquée dans ce récit. Ce sont les propos très durs, autismophobes et psychophobes envers l'enfant autiste, mais aussi envers d'autres personnages. Je préfère prévenir les personnes sensibles avant, ça va être assez dur, donc ne continuez pas de regarder cette vidéo si vous êtes sensible à ce genre de propos. J'ai sélectionné plusieurs passages du roman particulièrement choquants. On pourrait se dire, oui bon, un roman sur la Seconde Guerre mondiale, c'est normal d'avoir ce genre de propos autismophobes. C'est pas faux. Une partie des échanges peuvent être expliqués par la dimension historique. Ça reste dur à lire, mais ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que les propos les plus violents sont tenus en 2029 et viennent des parents qui sont dans le déni du diagnostic de leur fils. Ils refusent de voir la réalité en face et de lui faire passer un diagnostic. Quand ils pensent à lui, ce sont des propos très négatifs. Ezriel les énerve et les rend irascibles dès qu'il présente des signes autistiques. Ils disent constamment détester quand il fait ceci ou cela. Ils sont même maltraitants vis-à-vis de leur fils. Visiblement, même en 2029, l'autisme n'est toujours pas mieux compris et accepté par la société. Donc voici quelques exemples. L'épisode du vieux Monopoly avec lequel Ezriel joue pendant des heures. Sa mère passe genre 2 pages à décrire tout le comportement autistique de son fils et termine en disant que les petits cris de son fils sont insupportables. S'ensuit une scène de maltraitance. Karine arracha le billet qu'il avait entre ses mains. Indifférente à ses cris et à ses supplications, elle ramassa les autres par poignées et alla les jeter à la poubelle. Elle fit de même avec les pions, les cartes des rues et déchira ce qui restait de la boîte. Ezriel s'était jeté sur elle et la tapait, mais elle ne sentait rien, persuadée que détruire ce jeu maudit équivaudrait à exorciser Ezriel de ses symptômes les plus voyants. Ezriel finit par s'asseoir par terre et sombra dans une étrange apathie. Trop absorbée par sa propre souffrance, par la révolte qui grondait en elle, par son refus d'accepter l'évidence, le problème d'Ezriel,
Elle le laissa à sa prostration et s'abîma dans ses pensées sombres. Ça n'a pas l'air de déranger la mère de provoquer chez son fils une crise énorme avec un sentiment de détresse extrême. Non, zéro compassion. Dans un autre extrait, toujours la mère. Elle passait son chemin, consternée, abattue par ce sentiment d'impuissance qu'elle éprouvait de plus en plus vis-à-vis de son fils. Au comble du malaise, elle se demandait ce qui pouvait provoquer cette passion chez son fils, entre autres bizarreries. Elle n'accepte donc même pas les passions de son fils, car elles sont jugées socialement non acceptables et non conventionnelles. Elle qualifie son fils de bizarre, et elle dit qu'il provoque chez elle un malaise, carrément. Plus loin, la mère pense à son père. Attention, c'est à mon sens le passage le plus difficile. Quelle tare avait-il transmise à son fils pour qu'il lui fasse subir, à elle, ce spectacle pathétique ? La vision de son fils prostré et indifférent à tout ce qui n'était pas son malheur l'atteignit au plus profond de son âme. Comme si son enfant était victime d'une hérédité affreuse, maudite par Dieu lui-même. Si son fils était malade, si son fils était fou, la faute en revenait à son grand-père et à ses ascendants, affairistes amoureux de leur profit et de leur ascension sociale. Leur descendance payait, gardait les stigmates de leurs fautes, de leurs errements. Elle se força à l'empathie, à la douceur, rappela à elle ses sentiments maternels. Bon, pêle-mêle, y a rien qui va dans ce passage. Assimiler l'autisme à une tare, une maladie, être fou, c'est problématique. Désigner l'autisme comme quelque chose de pathétique, c'est problématique. Attribuer le comportement autistique à une volonté de nuire aux autres, alors qu'il s'agit d'une crise autistique à cause du fait qu'on brise sa routine, un grand classique. Penser que l'autiste est indifférent et égoïste, grand classique aussi. Relier l'autisme à un châtiment divin, une malédiction de Dieu, grand principe repris par de nombreuses sectes et religions. Passons à un autre extrait, toujours la mère, désolée. Elle n'aimait pas cette manie qu'il avait prise de se balancer d'avant en arrière en émettant des drôles de bruits de gorge pendant qu'il mangeait. Elle avait du mal à ravaler son angoisse quand il se mettait à tourner sur lui-même en serrant les poings à s'en faire blanchir les jointures. C'est marrant, non, ça ne l'est pas, j'ai fait du sarcasme. C'est que les signes d'autisme visibles sont toujours mal vus par les autres, et donc, ce sont des signes qui dégoûtent et qu'on veut à tout prix éliminer. En 2029, ce sera donc toujours le cas apparemment. Ce qui me dégoûte moi, ce sont les gens qui pensent ça, pas les autistes. Mais bon, passons à l'extrait suivant où la mère parle de ses multiples recherches Google. Elle récapitulait, faisait des listes et des listes de signes et de symptômes. Il y avait ce regard étrangement absent et vide qu'Ezriel avait quand il était très fatigué. Un gros retard de langage, mais rien de plus, elle l'aurait juré. Alors bon, faire des recherches c'est bien, c'est un bon début. Parler de symptômes, c'est déjà révélateur qu'on comprend l'autisme comme une maladie alors que ça n'en est pas une. Ce passage est révélateur du déni des parents, malheureusement très courant. Oh non, mon fils, ma fille autiste. Non, bon, c'est vrai, il ou elle est timide, mais bon, c'est tout, hein, vraiment, c'est tout. Son mari veut lui parler, mais dans ses pensées, elle le supplie de ne pas dire que son fils est autiste car, je cite, « c'était au-dessus de ses forces ». Moi, ce que je vois, c'est un fils autiste à qui on refuse un diagnostic parce qu'on a honte d'un mot sur lequel on a tellement de préjugés qu'on préfère faire l'autruche, laissant ainsi l'enfant sans prise en charge adaptée et sans aucun respect de ses besoins. Donc oui, il souffre, pas parce qu'il est autiste, mais parce que ses besoins ne sont pas respectés. Bref, le déni se poursuit dans une scène de non-dit bien longue entre le père et la mère. Elle leva vers lui des yeux suppliants et se tut. Ils restèrent là, tous les deux à bonne distance, à s'observer. Karine chercha quelque chose à ajouter pour l'empêcher de parler. Le diagnostic était entre eux, malveillant, invisible, trouble envahissant du développement, autisme. Pour quelques secondes encore, non dit.
avant que l'un ou l'autre n'accouche du mot, et plus rien ne serait pareil. Tout basculerait. Ezriel rentrerait dans une école spécialisée, et toute sa vie à elle ne suffirait pas à faire le deuil de l'autre enfant. L'enfant normal, tôt ou tard, Hans la tromperait. Elle finirait seule, avec un enfant handicapé à charge dans une ville aussi hermétique que son fils. Donc dans cet extrait, on a bien le déni des deux parents qui préfèrent ignorer les difficultés de leur enfant. L'autisme est vu comme une tragédie, pire, comme une mort de l'enfant désiré. D'un seul coup, l'enfant n'est plus vu comme tel, mais comme une tare dont on préférerait qu'il n'existe pas. Cette manie des neurotypiques de tout rapporter à eux dans un égoïsme simple. Sa seule pensée, c'est de se dire que son mari va aller voir ailleurs parce que son enfant est handicapé. Sa seule crainte est que son mari la quitte et qu'elle se retrouve non pas avec un enfant à charge, non pire que ça, un handicapé. Ce qui serait un vrai poids, on le comprend bien. Et puis que dire de cette belle métaphore entre autisme, hermétisme, ville hermétique. On essaye de faire un petit peu de poésie pour essayer de faire avaler cette couleuvre de l'autismophobie. Autre extrait avec cette fois son père, on va changer un petit peu. Il essaya, avec la meilleure volonté du monde, de susciter chez leur fils l'envie de parler, d'échanger, d'apprendre comme tous les petits garçons de son âge. Et voilà validisme quand tu nous tiens. Ce désir insatiable de vouloir que tous les gens fassent les mêmes choses de la même manière pour être socialement acceptés et aimés. Puis le père ajoute, les résultats de ces longs efforts fastidieux étaient souvent inégaux. Il ignora superbement ses nouveaux cadeaux toute la soirée, tournant le dos à ses parents comme à son habitude. Oui bon, en même temps, vu comment il est traité, je comprends plutôt son comportement. Dans un autre extrait, toujours son père. Il s'était résolu à interroger son fils. Lui répondrait-il? Ou bien lui opposerait-il, comme c'était le cas de plus en plus fréquemment ces derniers temps, un silence absent, têtu, inquiétant, forcément inquiétant. Alors le mec il dit têtu, comme si c'était une volonté sournoise de la part de son fils autiste. Pourquoi ça devrait être vu comme inquiétant? Pourquoi ne pas le voir comme une information à interroger? Dans un autre extrait, lors de son entrée en petite section de maternelle, Ezriel avait attiré l'attention de sa maîtresse. À l'époque, il s'était énervé des remarques de cette dernière sur le mutisme de son fils et son désintérêt croissant vis-à-vis des autres enfants. Ezriel avait du mal à tenir son crayon et à utiliser des autocollants. Il avait considéré l'enseignante avec dédain, mais n'avait pu ignorer la petite boule dans son estomac qui s'était formée à la suite de cet échange court et dérangeant. Bah oui, autisme c'est un drame et une honte, vaut mieux le nier. Ceci est du sarcasme. Dans un autre extrait, toujours le père, mais cette fois-ci il pense à sa femme. Avec Karine, ils avaient laissé courir, préférant fermer les yeux sur certaines bizarreries de leur fils. Ezriel faisait de l'écholalie. C'était sa manière à lui de s'approprier le langage. Il restait assis sur le banc à côté de sa mère, alors que les enfants gambadaient partout autour du square. Il était timide, plus attiré par les voitures que par les toboggans et le vacarme des jardins publics. Bon, encore une fois, on est en plein déni. On accepte de reconnaître une timidité, mais on n'interroge jamais le reste, alors que pourtant on voit bien les difficultés et les différences de son enfant. Plutôt que de le reconnaître et d'accepter que l'enfant rencontre des difficultés que les autres n'ont pas, eh bien non, on insiste à attendre de l'enfant d'être normal et de déverser sa haine envers lui quand on voit que l'enfant ne remplit pas nos attentes. Autre extrait, toujours le père. Son deuxième problème, c'était qu'il allait falloir s'attaquer à la réalité, à cette fichue réalité qui vous flanquait par terre, mais qu'il fallait regarder en face. Ezriel était autiste. Quel type d'autisme? Il ne le savait pas encore. Spoiler, en 2022, il n'existe pas de type d'autisme. En 2029, on croit encore à ces fadaises, ça fait toujours plaisir. C'est encore du sarcasme. Et oui, dire fichue réalité parce que cette réalité est une honte ou une tragédie, encore et toujours, du sarcasme. Quand son fils vient de faire des gestes de steaming avec ses mains, son père pense
Hans resta interdit, une main sur la portière ouverte. Il avait une envie irrépressible de s'asseoir sur le trottoir et de se mettre à pleurer. Si Ezriel devait confirmer ses doutes une fois pour toutes, il venait de le faire. Alors que Karine et lui-même devaient faire front ensemble pour affronter cette nouvelle épreuve, le diagnostic leur pendait maintenant au nez, et Hans redoutait autant l'avis des médecins que la réaction de sa femme. Bon, là j'ai plus les mots en fait. Reprocher à l'enfant d'être autiste parce que lui et sa femme doivent déjà se rendre à l'évidence du diagnostic, la violence. Mais encore une fois, les doutes du père ne vont pas vers l'enfant, genre on va trouver des méthodes pour aider notre fils. Non. C'est que vont dire les médecins pourvu qu'ils disent que ce n'est pas de l'autisme. Et puis oh là là, ma femme, comment va-t-elle réagir? C'est comme si l'enfant n'existait pas, ou que c'était un objet, mais un objet embarrassant, vous voyez. On revient à sa mère dans un passage où elle pense à appeler un pédopsychiatre pour enfin prendre un rendez-vous pour son fils. Elle allait le joindre dès ce soir pour obtenir un rendez-vous. C'était un pédopsychiatre qu'il leur fallait, pas une des psychologues dont les centres médicaux étaient remplis et qui posaient un diagnostic en une demi-heure. Elle avait vu des vidéos, lu des témoignages. Son cœur de mère ne pouvait la trahir. Ezriel avait des difficultés, un retard dans le langage peut-être dû à un trouble cognitif. Elle devait reconnaître qu'il était renfermé, mais jamais elle n'avait décelé chez lui cet hermétisme, ce mutisme et ces angoisses innombrables que connaissent les enfants atteints de ce syndrome. La vérité était que son fils était un surdoué, mais que ces imbéciles avaient été incapables de... Alors, enfin, la mère reconnaît que son enfant a des difficultés, mais elle se raccroche toujours à l'idée d'un autre diagnostic moins tragique du type trouble cognitif indéfini. Mais Paulette, si tu t'étais renseignée correctement comme tu le dis, tu saurais que l'autisme ne se résume pas aux enfants et que ça ne se résume pas à du mutisme et à des angoisses innombrables. Passons sur le mépris envers les psychologues, qui ne seraient donc pas aptes à mener à bien des diagnostics officiels. Et puis ce fameux surdoué au potentiel intellectuel auréolé de grandeur. C'est tellement plus simple de tout coller sur cette étiquette. Combien de gens sont pseudo-diagnostiqués au potentiel intellectuel alors qu'en fait ils sont autistes? Mais voilà, surdoué, ça claque, on peut frimer. Autisme, non, c'est un gros mot. Tellement teinté d'idées préconçues qu'on ne prononce même pas le mot. Alors non, plutôt être diag au potentiel intellectuel qu'autiste. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le podcast de Méta de Choc sur les intelligences. Je mettrai le lien dans la description. Plus loin, Ezriel est accompagné par un autre enfant. Et cet enfant lui dit. Il secoua la tête et repoussa Edgar vivement, puis se mit à se balancer d'avant en arrière en se bouchant les oreilles. « T'es dingue, dépêche-toi !»« T'es débile, je n'aurais jamais dû t'amener chez moi. » Bon, là, s'agissant d'un enfant de 1939, on va laisser passer ça. Plus loin, ce même personnage pense à Ezriel et dit « Il avait beau être gentil, il était quand même très bizarre. » Puis on a un de mes passages favoris. Non, c'est encore du sarcasme. Ce passage où l'arrière-grand-père emmène Ezriel voir Hans Asperger, à qui il demande « Ces enfants sont-ils débiles ?» Eh bien, pour certains, oui, mais il faut distinguer les enfants autistes dotés, je dirais, de facultés spéciales, voire supérieures, de ceux qui sont en quelque sorte des automates. Bon, ça se passe de commentaires. Passons ça sur l'idéologie de 1939. Mais je sais pas, l'autrice aurait pu, d'une manière ou d'une autre, apporter une nuance ou une contradiction à ses propos, ce qui n'est jamais le cas. Est-elle donc d'accord avec ses propos ? Plus loin, une femme a kidnappé Ezriel et pense « Insupportable ce gosse ». Elle devait plutôt reformuler sa pensée. Malade, complètement malade des nerfs. Il était devenu incontrôlable. Ses gestes répétitifs, ses coups martelés contre le mur, ses grimaces affreuses, elle en avait été révulsée. Bon, là pareil, hein. Ok, c'est une femme de 1939, mais propos jamais nuancés ni contestés. Encore dans un autre extrait. Elsie, en plus d'être stérile, avait recueilli un handicapé. Forcément, les dégénérés attirent leurs semblables. Voilà le genre de phrase handiphobe que j'aime. Non, c'est encore du sarcasme.
Je sais pas si vous êtes toujours là après avoir entendu toutes ces horreurs, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le récit est aussi constellé de propos psychophobes, là aussi surtout tenus par des personnages de 2029. Donc, l'autisme et les maladies mentales sont tout autant stigmatisés dans le futur, ça fait plaisir, non, c'est encore du sarcasme. Notamment, on note l'utilisation répétitive et excessive du mot fou, folle dans les phrases. Pauvre folle, avise-toi de bien faire ton travail ou je te fais interner. Aux mains d'une folle convertie aux croyances les plus démentes. De quoi parlez-vous, vous êtes fou ? Vraiment, les auteurs qui font ça, arrêtez s'il vous plaît. Prenez un dictionnaire de synonymes et variez votre vocabulaire plutôt que d'employer ces expressions à tout va. Dans une phrase, il y a même le mot schizophrène qui sort de nulle part, genre le mot seul sans sujet verbe complément, ça suffit à lui-même. Elle était au bord de l'asphyxie, ses deux oreilles allaient exploser avec sa cervelle à cause du bruit des cris schizophrènes. Dans un autre passage, l'agent Avisterne dit au père de l'enfant « Du moment que vous n'êtes pas fou et que nous vous jugeons loyal, on ne vous embêtera pas avec certaines choses. Pour votre famille, nous savions déjà, mais nous aurions préféré que vous nous donniez les détails par vous-même. » Dans un autre passage, c'est la femme qui pense « Si tu vas chez un psy, ils vont te rétrograder à CFR avec un statut de citoyen à faible rendement. Tu seras séparé de Hans et d'Ezriel, obligé de vivre en bas, dans la ville souterraine. Ne te fais pas plus malade que tu n'es. » En 2029, les maladies mentales sont toujours autant stigmatisées par la société, visiblement. Dans un autre extrait, juste au-dessus, il mit la main sur des somnifères et d'autres médicaments, des psychotropes. Depuis quand Karine prenait-elle ces drogues ? Bon, la prise de médicaments psychiatriques sont toujours autant stigmatisés en 2029. Dans un autre passage, pire qu'un malade mental, elle redoutait qu'Hans fût un mari infidèle. Autre extrait, un fantôme ou une maladie mentale, elle ne savait pas ce qu'elle devait redouter le plus. Autre extrait, sortir de ce cauchemar, quitte à se bourrer d'antidépresseurs, se convaincre qu'elle était malade, une grande malade. Si elle continuait comme ça, elle allait se retrouver à l'hôpital avec des fous dont elle ne comprenait même pas les délires, faute de parler la même langue. Donc là, on montre l'hospitalisation en psychiatrie comme la pire des tares possible. Et puis, autre chose que j'apprends, les fous ont une langue. Au pays de la folie, tous les fous sont pareils et parlent une même langue. Et puis, on résume les fous à délire. Auteurs et autrices, quand vous voulez écrire sur la folie, renseignez-vous avant. N'utilisez pas le concept de la folie comme un truc vague et indistinct à coller dans votre roman pour rajouter un petit effet suspense ou comme une espèce de punchline de bon goût parce que c'est de mauvais goût. Parmi vos lecteurs et vos lectrices, il y a des fous et des folles et des proches de fous et de folles. Un peu de respect serait le bienvenu. Bref, maintenant je peux respirer. C'était mon analyse de ce livre. Vous l'aurez compris, je n'en recommande pas vraiment la lecture. Même si la plupart trouveront l'histoire divertissante, je n'ai pas envie que des gens qui ne connaissent rien à l'autisme lisent ce livre et qu'on leur mette dans le crâne les mêmes fadaises qu'on nous sert sans arrêt sur le sujet. Si vous voulez lire un roman avec une bonne représentation de l'autisme, je peux vous conseiller Vespertine de Margaret Rogerson. J'ai fait une vidéo dessus, dont je vous mettrai le lien en description. En revanche, si vous avez lu des romans de qualité avec des personnages autistes, ça m'intéresse. Vous pouvez le partager dans les commentaires. Pareil, si vous avez lu un roman de qualité avec ce fameux combo autisme et histoire de l'autisme, je prends aussi. Ce roman m'a vendu du rêve et j'ai été très déçue de ne pas avoir eu le roman que je m'étais imaginé. À bientôt dans une prochaine vidéo.